dernier épisode de Qessamora et cette fois-ci je vous emmène à El Jadida pour découvrir Farah Ashbab. Farah est une jeune activiste, doctorante, lauréate à l'ISCAE. Elle a plus d'un tour dans son chapeau et elle a tellement de choses à nous apprendre et à nous dire. Donc suivez-moi chez elle à El Jadida. Aujourd'hui, pour la cinquième et dernier épisode de Qessamora, je suis à la ville de El Jadida avec Farah Ashbab. Bonjour Farah. Bonjour. Bonjour, alors Farah qui est doctorante en sciences de la gestion à l'École nationale de gestion et de commerce de Casablanca, également lauréate de l'ISCAE. On la connaît également sur Instagram, plus de 344 000 abonnés. Elle est une activiste, elle a organisé beaucoup de caravanes médicales et sociales en général. Et elle est là pour nous informer, nous éduquer. C'est devenu un petit peu une figure de changement ici au Maroc. Et également une grande lectrice. On va découvrir son amour pour les livres, son amour pour la vie en général. Bonjour Farah, comment ça va? Bonjour Ziva, ça va très bien et toi? Merci beaucoup de nous accueillir dans ton univers, dans ton monde ici. Ça me fait hyper plaisir. Merci beaucoup. Alors, aujourd'hui, je voulais te rencontrer parce que, comme j'ai mentionné, tu es une figure de changement ici au Maroc. On t'a par exemple vu dernièrement dans les activités de l'association ATA. Donc on te voit un petit peu partout. Tu es là pour vraiment représenter cette jeunesse active du Maroc. Donc présente-nous un petit peu la Farah qu'on ne connaît pas derrière Instagram, derrière les articles que tu écris dans différents médias. Qui est Farah Ashbab? Je suis Farah Ashbab, j'ai 30 ans. Je suis doctorante en sciences de gestion à l'ENCG Casablanca. J'ai obtenu également une licence en psychologie cette année à la faculté de Ain Cheikh de Casa. Je suis activiste sociale, j'aime bien faire participer à des caravanes médicales et sociales dans les régions les plus défavorisées. Justement les plus défavorisées. Le sud, le nord, l'est, l'ouest, partout. On essaie j'essaie en même temps de sensibiliser les jeunes concernant des sujets comme la lecture, les livres, les études, le don de sang, l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat qui peut être également social et pas juste... Oui, justement pour changer, pour aider les gens à devenir indépendants et à la fois développer des régions tout entières parce qu'il y a des régions qui sont assez riches au Maroc, mais malheureusement on ne sait pas comment... On ne connaît pas justement la valeur ni comment puiser cette richesse. Justement, on ne sait pas comment s'y prendre. C'est pour ça qu'on essaie de sensibiliser les gens, de mettre en évidence les ressources qu'ils ont pour qu'ils puissent devenir indépendants. Eux-mêmes, tu vois. Oui, justement. Et justement, je voudrais qu'on parle un peu d'études, c'est quelque chose de très important. Alors on sait, on a été 2 ans en confinement, plusieurs personnes perdent un peu espoir. On a un grand taux de décrochage scolaire, je le vois même au Québec. Moi, si je peux être porte-parole de Montréal, de Québec, un énorme taux de décrochage scolaire. Qu'est-ce qui, toi, Farah, te motive dans cette quête en fait pour les études, pour cette passion en fait pour l'éducation? Et quel message tu peux dire à ces jeunes-là qui se cherchent, qui trouvent le chemin long pour y arriver? Franchement, la pandémie a frappé de plein fouet tout le monde. C'est pas seulement moi ou bien quelques étudiants. Tout le monde. Ouais. Tout le monde, l'économie, la politique, tout, les études, tout. Mais ça reste une opportunité pour étudier chez soi, pour faire des recherches, pour apprendre. J'ai essayé, malgré mes très grandes responsabilités, j'ai essayé d'apprendre, de me renseigner concernant des sujets, d'obtenir ma licence en psychologie. De chez toi, donc durant cette Oui, période justement. J'ai fait plusieurs choses. Qu'est-ce qui a changé, tu dirais, le plus dans ta vie avec la pandémie en termes de justement apprentissage? J'ai appris que tout est éphémère. Tout peut changer d'un jour au lendemain. Rien n'est garanti en fait. Rien n'est garanti. Et as Americans say, we can take nothing for granted.
Nothing is granted. No, and nobody is Et je granted. trouve que cette citation elle est très belle, ça nous emmène un petit peu vers notre autre sujet qui est l'activisme. Parce que nothing is granted, c'est pour ça on doit en redonner, on doit essayer, comme tu as dit, de développer les ressources qu'on a, notamment dans les régions marocaines qui sont sous-développées ou qu'on n'a pas encore eu la chance de faire développer. Alors, qu'est-ce qui nourrit en toi ce désir de faire de l'activisme? Et si tu peux le définir à nos auditeurs, c'est quoi l'activisme? Et comment on peut être, nous, citoyens de tous les jours, des acteurs de changement? Qu'est-ce qui nourrit en moi l'activisme? En fait, j'ai grandi dans un quartier populaire où les gens n'avaient pas beaucoup de moyens. C'est pour ça que j'essaie de changer de ma part. Maintenant, j'ai fait mes études, alhamdoulilah, j'ai un statut social, je travaille en freelance, je fais beaucoup de choses, mais je sens toujours la souffrance des pauvres dans le monde entier. Je me demande toujours, je me pose des questions. Qu'est-ce que je peux faire pour aider les gens? Qu'est-ce que je peux faire pour changer? En ayant 18 ans, 19 ans, 20 ans, j'ai demandé plusieurs fois à faire changer le régime, les responsables qu'on a. Donc, même quand tu étais jeune, tu toquais aux portes et tu parlais. J'étais militante, justement. j'étais militante. Je suis toujours contre la corruption, l'évasion fiscale et tout. Mais aujourd'hui, je suis pleinement consciente que le changement commence de soi, justement. Il faut travailler sur soi, il faut aider les gens et par la suite, ça va changer. C'est magnifique. Et comment est-ce qu'aujourd'hui, je pense qu'on a un grand outil, on ne peut pas le nier, c'est pas négligeable, c'est les réseaux sociaux. Donc, c'est l'impact des réseaux sociaux dans ce chemin vers le changement. D'ailleurs, ce petit concept qu'on est là ensemble aujourd'hui, c'est pour inspirer ces jeunes qui nous regardent, pour leur montrer des exemples de réussite. Alors, comment l'idée des réseaux sociaux a commencé avec toi? Tu as une grande plateforme aujourd'hui, tu rejoins plusieurs jeunes au Maroc, et je dirais même peut-être au Maghreb et au reste du monde. Comment ça a commencé? C'est quoi l'impact que ça a aujourd'hui? En fait, je suis assez chanceuse d'être parmi les premiers blogueurs au Maroc, surtout les premières blogueuses, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de blogueuses. J'avais pas un blog, mais j'écrivais. J'ai écrit concernant plusieurs sujets, concernant la société, les jeunes, les caravanes, la pauvreté, tout. Comment est-ce que j'ai commencé à écrire? J'écris parce qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à écrire, qui n'arrivent pas à raconter leur souffrance. Il y a des gens qui n'ont pas de voix. C'est pour ça que j'essaie d'être un peu leur voix, justement, d'être un peu leur voix. Voilà. Et c'est comme ça, et en fait, ça t'est mené vers Instagram par exemple. Et comment ces vidéos ont commencé? J'ai commencé Instagram vers la fin 2015, mais j'étais pas très active. 2018, vers 2018, j'ai commencé à publier, à raconter des histoires, à créer un contenu. C'est comme ça que tu as bâti cette plateforme qui aujourd'hui rejoint tellement de gens. Mais sur la plateforme Facebook, j'étais assez connue. C'est pour ça que je pense justement, ça m'a énormément aidé à bâtir ma communauté sur Instagram. Et justement, tu as mentionné quelque chose, tu as dit j'étais une des seules femmes blogueuses qui a commencé très tôt. Je parlais aujourd'hui de la femme en toi parce que tu restes une femme qui est voilée, et même au sein du Maroc, on peut retrouver des fois la discrimination par rapport à ça. D'ailleurs, tu avais fait une vidéo sur ce sujet. J'aimerais qu'on parle de ça. Et ça me touche particulièrement parce qu'au Canada, au Québec particulièrement, on a une loi qui est la loi 21 qui empêche les femmes voilées d'être enseignantes et de pratiquer au sein de l'État. Moi, si par exemple je mets le voile demain, et Inch'Allah je compte le faire un jour, je ne pourrais même pas être procureur de la couronne si je suis avocate. Donc, qu'est-ce que ça représente pour toi, cette réalité, cette discrimination que connaît la femme, même au sein d'un pays comme le Maroc? Je pense que c'est de l'avancement en reculant. Ce sont des pratiques qui ont été connues aux États-Unis vers les années. Pendant la discrimination, en se basant sur la couleur, la révolution des civil rights, les droits civils, a aboli toutes ces discriminations. Oui. Mais malheureusement ici, au Maroc, au Canada, en France également,
on connaît des femmes connaissent la discrimination, des femmes sont victimes de la discrimination. Ça fait très mal au cœur parce que c'est une discrimination en se basant sur la race, sur la religion, sur le tissu des fois aussi. Justement. On essaie de militer pour les droits de tout le monde, pas seulement des musulmans. Moi, je suis pour la liberté d'expression, pour la liberté de choix, justement. Je respecte tout le monde. C'est pour ça que je pense qu'on doit respecter les gens. On doit pas voir des cas de discrimination en se basant sur l'habit, sur la religion. Ça fait très mal au cœur. Et je suis pour des lois qui interdisent cette discrimination. Heureusement que dernièrement, il y avait une femme très connue qui a été victime de discrimination dans un restaurant arabe. Ça fait couler beaucoup d'encre sur les réseaux sociaux et ça a énormément aidé. Il y a toujours des cas de discrimination dans les hôtels, dans les entreprises. Il y a des entreprises marocaines qui n'acceptent pas des femmes voilées. Ça ne dit pas son nom, c'est un racisme qui ne dit pas son nom, mais ça existe. Ça existe. Il n'y a pas beaucoup de gens qui parlent de ça. On entend parler de ça parfois, quelquefois, mais pas de la façon qu'on espère. Caché, c'est justement. C'est un racisme qui ne dit pas son nom.